7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Comment préparer les armées à la possibilité d'un conflit de grande ampleur? Mardi, l'état-major français a confirmé la mise en œuvre d'un exercice militaire à grande échelle au premier semestre 2023. Un exercice qui devrait mobiliser jusqu'à 20 000 militaires au total, des militaires français et de pays alliés. Comment y mener ce type d'exercice qui n'avait pas eu lieu depuis la fin de la guerre froide et dont l'intérêt est réactivé par le contexte international? Bonjour Élie Tenenbaum. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. En quoi consiste ce type d'exercice? L'exercice consiste à tester, mettre en exercice effectivement une hypothèse qui est l'hypothèse d'engagement majeur qui fait partie des contrats opérationnels des armées, ce à quoi les armées s'engagent à être capables de faire, mais qui n'avaient pas fondamentalement mis en œuvre depuis effectivement la fin de la guerre froide et depuis notamment la guerre du Golfe, qui était le dernier moment où ce type de déploiement avait été fait réellement. Et là, évidemment, le contexte de la guerre en Ukraine rend à nouveau plus probable, ou en tout cas plus envisageable, ce type de conflit de haute intensité face à un adversaire étatique, et donc appelle le besoin de s'entraîner pour ce type de conflit. Mais alors, c'est utile et ou c'est symbolique, Élie Tenenbaum? Les deux, mon général, puisque évidemment, c'est utile parce que s'entraîner à ce niveau de complexité, puisque là, déployer 10 000, 15 000, peut-être jusqu'à 20 000 hommes sur plusieurs mois, c'est le type d'entraînement que les armées n'ont pas l'habitude de faire, et donc qui permettent de voir des choses qui pourraient fonctionner, on va dire, à un échelon inférieur, à l'échelon d'un groupement tactique de quelques centaines d'hommes qui fonctionne bien, mais qui pose beaucoup plus de problèmes à l'échelon de plusieurs milliers d'hommes. Mais c'est aussi non pas symbolique, mais stratégique, c'est-à-dire que ça envoie un message à des partenaires, à des alliés. Donc, regardez ce que nous sommes capables de faire, de commander. Évidemment, nous pouvons vous intégrer dans ce type de manœuvre. Et évidemment, c'est un message envoyé également à des compétiteurs, à des adversaires potentiels, de manière à envoyer un message. On parle de langage corporel des États, d'une certaine manière. Mais alors, qu'est-ce qui est essentiel dans ce type d'exercice? Est-ce que c'est le fait d'avoir des compétences, de voir si les équipements fonctionnent incomplètement d'ailleurs, parce que j'imagine qu'on ne se livre évidemment pas à des tirs réels? Il y aura des tirs réels au cours de l'exercice, même si évidemment ils seront pas excessifs, et ils seront menés uniquement dans des terrains d'entraînement dédiés à cet effet. Mais effectivement, il y a les entraînements, la manœuvre, les hommes, la manière dont les hommes réagissent, les organisations fondamentalement, puisque le vrai défi, c'est être capable de générer la force nécessaire, c'est-à-dire à un moment être capable de produire ces soldats sur le terrain, ces marins dans les bateaux, les aviateurs dans les airs. Et ça, c'est souvent un vrai défi pour des armées qui sont contraintes sur le plan humain. Et puis, effectivement, vérifier un certain nombre de systèmes de communication, et puis la capacité des stratèges, des planificateurs à jouer un scénario qui est un scénario avec un certain nombre d'éléments extrêmement réalistes, pour voir leur capacité de réaction sous le stress dans un temps contraint face à un certain nombre d'hypothèses, avec d'ailleurs un adversaire qui sera joué par des militaires français et alliés, et qui pourront innover aussi et imaginer certaines manœuvres qui n'avaient pas forcément été envisagées. Qu'est-ce que la guerre en Ukraine nous a appris sur la manière dont on devait aujourd'hui entraîner les armées, imaginer la guerre de demain, Élie Tenenbaum, enfin de demain, d'aujourd'hui en réalité là. D'aujourd'hui et sans doute effectivement de demain également, même si les choses évoluent très rapidement. La guerre en Ukraine est un conflit extrêmement dur, extrêmement de haute intensité, on parle, mais donc avec une létalité forte sur le champ de bataille, qui est extrêmement difficile pour les matériels, en termes de consommation de matériel, en termes d'attrition, c'est-à-dire d'usure. Les niveaux de pertes sont très élevés, et elle renvoie fondamentalement les armées comme l'armée française, qui avait réduit leur stock au minimum, au strict minimum,
a un certain nombre de limites aujourd'hui dans leur format, et donc le besoin de davantage de masse, davantage d'épaisseur pour être capable d'encaisser les coups et de tenir dans la durée sont sans doute parmi les aspects, les enseignements principaux. Maintenant, il y a d'autres dimensions, la dimension de ce que les armées appellent les champs immatériels, la résilience de la force morale, le lien entre la société civile et les armées, tout ça font aussi partie des enseignements importants. La place du renseignement évolue également. Donc il y a tout un tas d'enseignements militaires de différents niveaux qui ont été tirés et qui sont toujours en train d'être tirés par les armées et par des chercheurs et tout un tas d'autres structures de la guerre en Ukraine en cours. Elie Tenenbaum, y a-t-il aujourd'hui des idées précises sur la manière dont l'armée française pourrait réagir dans un conflit du type de celui qui a lieu en Ukraine? Alors, tout ça est évidemment très théorique, mais c'est aussi, hélas, de plus en plus concret. Bien sûr, c'est une hypothèse qui est de plus en plus concrète, effectivement, de plus en plus, non pas probable, mais possible et envisagée. Et en même temps, pour ce qui est de la France, il y a deux raisons principales qui font que la France ne se trouvera pas exactement dans la situation dans laquelle l'Ukraine était au 24 février. Et ces deux raisons, ce sont l'OTAN et l'arme nucléaire. L'OTAN qui signifie que nous ne serons pas seuls, la France ne sera jamais seule face à une agression du type de ce à quoi l'Ukraine a dû faire face, et l'arme nucléaire qui garantit que les intérêts vitaux de la nation française sont couverts par des capacités d'une nature fondamentalement différente de celles des armées conventionnelles qui vont se déployer dans le cadre d'Orion. C'est-à-dire que si d'aventure ces moyens conventionnels ne suffisaient pas et que les intérêts vitaux de la France étaient touchés, tout ou partie de son territoire, mais aussi peut-être de celui de ses alliés, eh bien, vous avez une capacité de dissuasion que n'avait évidemment pas l'Ukraine. Justement, est-ce qu'on a déjà vu deux pays dotés se faire la guerre? Je pensais par exemple au conflit entre l'Inde et la Chine. Est-ce que les deux pays étaient déjà dotés à l'époque? C'était en 61, je crois. Non, l'Inde n'était pas dotée à ce moment-là, mais en revanche, des conflits entre l'Inde et le Pakistan, la guerre du Kargil en 1999, est un exemple de conflit limité entre deux nations. On ne parle pas de nations dotées parce que ce n'est pas dans le cadre du traité non-prolifération, mais deux nations effectivement possédant l'arme nucléaire. Ce qui veut dire que finalement, la dissuasion nucléaire peut dissuader certaines choses, mais ne dissuade pas de faire la guerre. Elle ne dissuade pas de faire la guerre, en revanche, elle va fondamentalement limiter la nature du conflit tant qu'elle fonctionne, évidemment. Et la guerre du Kargil, en l'occurrence, entre l'Inde et le Pakistan, avait été une guerre extrêmement limitée. Et précisément, l'une des raisons pour lesquelles elle est restée aussi limitée est sans doute liée au mécanisme de la dissuasion. Donc on va avoir droit à l'exercice Orion, Elie Tenenbaum. Est-ce qu'il y aura un retour d'expérience publique? Est-ce qu'on va savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné? Il y aura sans doute des éléments de langage public donnés par les armées. Une cargaison de bois sur... Voilà, le degré de transparence, ça, j'en ai pas connaissance. Évidemment, ça dépendra comment l'exercice se déroule. Mais parce qu'on voit effectivement, comme vous l'avez souligné pour la guerre en Ukraine, que finalement les moyens d'une armée qu'on pensait très forte, je ne parle pas de la manière dont les hommes font la guerre sur le terrain pour l'armée russe, mais même des armements et des stocks militaires, ceci semble limité. Oui, beaucoup trop important par rapport à ce qui se passe sur place, mais limité aussi. Oui, absolument. Et d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui le niveau de perte de l'armée ukrainienne, par exemple en termes de chars de combat ou en termes d'avions de chasse, eh bien, ça correspond exactement au niveau de dotation envisagé par la France pour cette fameuse hypothèse d'engagement majeur, qui n'est censé durer que 6 mois. C'est-à-dire qu'on est effectivement à ce moment-là aux limites du format des armées. Merci Elie Tenenbaum. Je renvoie à votre livre La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle aux éditions Robert Laffont.